Les premiers rayons du matin glissent à travers les rideaux. Ton téléphone jetable vibre sur la table de nuit. Renata, ta petite amie, est allongée, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Tu plisses les yeux devant le téléphone. Le message te fait mal aux yeux. 7 heures. Ne sois pas en retard. Tu prends une profonde inspiration et jettes un coup d'œil à Renata. Hier soir, elle t'a menacé de te quitter si jamais tu retournais avec les cartels. Mais as-tu vraiment le choix? Votre bébé de 3 mois, Isabella, dort profondément dans le berceau. Tu as à peine de quoi la nourrir ou payer ses couches, et maintenant tu es en retard sur le loyer. Dans une semaine, tu pourrais être expulsé. Il n'y a pas d'autre option. Je dois y aller, dis-tu à Renata. Elle t'ignore et se retourne. Elle sait comment ça se passe. Et elle a raison. Tu n'avais que 12 ans quand tu as fait ton premier travail de guetteur pour le cartel. Il y a environ 5 ans. 150 $ pour une semaine de surveillance basique. Un halcon, un guetteur du cartel posté dans l'ombre. C'était beaucoup d'argent pour un gamin. Mais tu avais juré de ne jamais recommencer. Quelques mois avaient été largement suffi. Les autres gamins guetteurs n'étaient pas une bonne fréquentation. Toujours sous méthamphétamine, fusil d'assaut en main. Pas tout fou, mais dangereux. Certains faisaient peau comme toi, donnant presque tout leur argent à leurs parents. Les tiens sont partis, ta mère d'un cancer du sein, ton père écrasé dans un puits de mine exploité par le cartel. Indemnisation, 0. Les médias appellent ça la diversification des cartels. Et ils n'ont pas tort, ce n'est plus comme avant. Maintenant, ils sont impliqués dans presque tout. C'est une pente glissante. D'abord, c'est la surveillance. Après ça, enlèvement et meurtre. Et El Niño Sicario, un enfant assassin. Les enfants sont faciles à manipuler. Ils obéissent aux ordres. Tu l'as vu de tes propres yeux. Ils seront absolument impitoyables pour une tape dans le dos et un peu d'argent. Ils ne réalisent pas qu'ils sont sacrifiables. Tu ouvres la porte d'entrée. La lumière inonde la chambre. Tu jettes un dernier regard à Isabella. Ta main se resserre sur la poignée. Tu es presque passé par la porte. Diego. Renata a les larmes aux yeux. Ses joues sont rouges et empourprées. Comme tu lui as dit hier soir. Un seul boulot et tu arrêtes. Ça paiera le loyer et te donnera un peu de temps pour chercher du travail. Je t'aime, murmure-t-elle. C'est tout ce que tu avais besoin d'entendre. Tu sors et tu te figes. Un Toyota Hilux noir attend déjà, moteur allumé. J'ai dit 7 heures, grogne le conducteur. Peut-être le patron. Il est 7h02. Tu sais qu'il ne faut pas répondre. Il y a un gars sur le siège passager. Il a l'air d'être le gros bras. Des cicatrices marquent son visage. Des tatouages couvrent son cou. Il n'y a pas de sourire. Pas de bonjour. Il jette un téléphone sur tes genoux. Un autre portable jetable. On te dit que c'est un travail important aujourd'hui. Si tu réussis, une promotion est possible. Tu n'as pas précisé que c'était juste pour cette fois. Tu n'oserais pas. Environ 30 minutes après le début du trajet, le gars sur le siège passager se retourne. Il lève son téléphone et le pointe directement sur toi. Sourit. Et le téléphone fait un clic. Il prétend que c'est pour leur dossier d'emploi. Ils se mettent tous les deux à rire, comme si c'était une blague entre eux. On t'a dit que c'était un travail de surveillance. Tu attends, attentif, comme à 12 ans. Mais cette fois, il y a plus d'argent en jeu. 400 $ pour la journée. Ils avaient besoin d'un adolescent plus âgé, quelqu'un avec de l'expérience. C'est du travail sérieux aujourd'hui. On te laisse au bout d'une rue résidentielle bordée de maisons décolorées, toutes avec des fenêtres grillagées. Un silence pesant règne, troublé seulement par un chien enchaîné qui aboie derrière une clôture. De l'autre côté de la rue, une femme sort avec un petit garçon. Elle s'arrête à côté d'une vieille Honda cabossée. Elle te regarde, puis regarde le camion et détourne rapidement les yeux. Elle fait vite monter son fils sur la banquette arrière. Ses gestes sont raides et pressés. Son regard reste fixé sur le trottoir, partout sauf sur toi. Le moteur démarre et elle s'éloigne. Elle tourne délibérément le visage dans la direction opposée. Le gars avec les tatouages te dit quoi faire. Si une voiture se gare devant une maison, tu prends une photo et tu envoies ensuite un seul emoji qui pleure au seul numéro enregistré dans ce téléphone jetable. C'est tout. Tu ne bouges pas. Tu n'appelles personne. Tu ne pars pas. Ça peut être si difficile que ça? Les hommes s'en vont, te laissant seul dans la rue à découvert. Soudain, il y a un changement dans l'air. Tu te sens exposé, des yeux te surveillent derrière chaque fenêtre grillagée. 1 heure passe, rien. Le soleil tape fort sur ton visage. Pas de voiture, pas de gens. Puis une sonnerie te secoue. Tu as failli sauter de peur. Un vieil homme pousse un chariot de glace, coiffé d'une casquette de baseball. Un visage surgit derrière un rideau, puis disparaît. La cloche sonne toujours. Le marchand de glace t'aperçoit. Sa main frappe la cloche, la faisant taire, puis il fait demi-tour avec le chariot. Quelque chose ne va pas. Tu penses à l'argent, les 400 $. 11h17. C'est toujours calme. Et puis, au loin, tu entends des portières de voitures claquer. Il y a un coup de feu, puis un autre.
Ce n'est qu'à quelques rues d'ici. La panique t'envahit. Es-tu censé bouger? Envoyer un message? Un autre coup de feu. Puis le vrombissement d'un moteur. Ton cœur bat la chamade. Les pneus crissent. Le Toyota Hilux noir déboule au coin de la rue, fonçant droit vers l'endroit où tu te tiens. Monte! La sueur coule sur le front du gaz tatoué. Tes yeux aperçoivent le pistolet sur ses genoux. Tu te glisses le chameau sur la banquette arrière, le cœur battant toujours à tout rompre. Le moteur rugit alors que le Hilux démarre en trombe, les pneus hurlant sur l'asphalte. « Bien joué !» dit-il une fois que vous êtes sorti de la rue. Tu n'as rien fait, et pourtant, tu as l'impression de l'avoir fait. Quand même, 400 $. Ils te les tendent comme si de rien n'était. Tu es à un stand de tacos au bord de la route, au milieu de nulle part. Les hommes sont d'humeur à fêter. Ils rinent, les yeux rivés sur une vidéo sur le téléphone. Le conducteur te le fait glisser vers toi. Un homme est exécuté dans la rue. On ne dit pas qui c'est, mais tu sais qu'il comptait. De nos jours, les cartels publient des vidéos comme celle-ci sur Facebook et TikTok. Tuer est devenu un divertissement, un outil de recrutement. Et en ce moment, tu tiens la preuve entre tes mains. Le message est clair pour les jeunes comme toi. Tu et ta vie aura un sens. Statut, argent, famille. Tu as lu un jour que 30 000 enfants travaillent désormais pour les cartels dans ton pays, les plus vulnérables. Et d'une certaine façon, tu fais partie de ceux-là. Si tu dois travailler au champ, ou comme ouvrier pour quelques dollars, tu comprends le sondage. Et si on t'attrape, tu es jugé comme mineur. Voilà pourquoi les enfants sont la nouvelle frontière. Ces types te déposent chez toi vers 14h30. Ils te disent de garder le téléphone. Tu réponds que ce n'est pas nécessaire. Le chauffeur fait un geste désinvolte. 400 $ sont sur la table. Renata force un sourire, mais ses yeux se posent sur le téléphone toujours dans ta main. Elle n'aime pas que tu laisses garder, et toi non plus. 15h10. Le téléphone vibre sur la table, juste à côté de la pile de factures impayées. Renata secoue la tête, silencieuse. Tu n'oses même pas la regarder. Tu pourrais l'ignorer. Peut-être que tu le feras, mais tu cèdes. 30 minutes. Nous t'attendrons dehors. Ne sois pas en retard. Tu rends simplement le téléphone et tu lui dis que tu es occupé. Renata n'a pas l'air convaincue. Cette fois, il y a un autre gamin à l'arrière. Tu le reconnais du quartier. Il n'a pas plus de 13 ou 14 ans. Ses parents étaient tous les deux accros. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Excité, les dents serrées. Tu es presque soulagé qu'il t'ait oublié. Mais il y a un problème, dit le chauffeur. Un gros problème. Tu essaies de dire que tu arrêtes, mais il te coupe. C'est trop tard. Tu pourras arrêter demain. Il se penche vers toi. La femme avec l'enfant ce matin, elle a tout vu, chaque visage. Ce type qui a été exécuté était un flic à la solde du cartel. Et il a retourné sa veste. Et c'était de sa faute. Mais maintenant, elle est allée à la police. Une source à l'intérieur du service a dit que la femme va témoigner comme témoin. Elle a vu tout le monde, et ça veut dire toi aussi. Trop de gens balandent à ces derniers temps. Ça donne une mauvaise image au patron. Sans ordre, tout le système s'effondre. Tu passes devant ton ancienne école. Les enfants et les parents qui tentent l'air de jeu. Certains s'arrêtent au stand où un vieil homme vend des tostatas. C'est tout ce que tu veux. Un père qui emmène sa fille à l'école. Une vie normale. La vie que tu n'as jamais eue. Je ne lui fais pas de mal. Le gars tatoué te coupe encore la parole. Tu n'auras pas à le faire.
Il fait un signe de tête au gars à côté de toi, le jeune sicario. Tout ce que tu as à faire, c'est conduire la voiture de fuite, filmer l'exécution avec le téléphone jetable. Ce n'est pas un simple contrat, c'est un message. L'ordre doit être rétabli. Au grand jour, violent, conçu pour devenir viral. C'est exactement l'effet qu'il recherche. Le sicario assis à côté de toi n'a toujours pas parlé. Il va utiliser une mitraillette Uzi. Ça doit avoir l'air effrayant, dramatique. Tu secousses la tête. Ce n'est pas toi. Le gars tatoué te fixe, sans ciller. Comment vont Renata et Isabella ? Demande-t-il. C'est comme un coup de poing dans le ventre. Cette fois, c'est 500 $ et tu n'as même pas à appuyer sur la détente. À 1 heure de la ville, tu t'apprêtes à changer de voiture quand l'homme tatoué sort une fiole. Une minuscule cuillère est pressée sous ton nez. C'est vitreux, ça pique. Probablement de la méthamphétamine. Tu ne prends pas de drogue, mais cette fois tu le fais. L'effet va durer des heures. Tu te dis que ce n'est pas possible. Il n'y a que toi et l'autre jeune gars dans la voiture. Il n'arrête pas de parler. Miguel, dit-il, enchanté. Il ne se souvient pas vraiment de toi. Il affirme que ce sera son 8e meurtre. C'est plus facile maintenant. 750 $ à chaque fois. 1000 pour ce contrat prioritaire. Ils lui font confiance. Il est fiable. Mieux que son ancien travail. Il cueillait des tomates pour 6 $ par jour. 10 heures sous le soleil. Dès l'âge de 9 ans. Comme 2,1 millions d'autres enfants mexicains, effectuant des travaux illégaux pénibles. Il explique avoir rencontré le cartel chez un ami en jouant à des jeux vidéo vers 3 heures du matin après avoir été invité à un événement en ligne promettant de l'argent. Les affaires à la frontière américaine prospèrent. Chaque année, de 5 à 39 milliards de dollars, ils circulent chaque année rien que pour la drogue. Un autre milliard de dollars vient de la trafic de migrants, ce qui fait beaucoup à se partager. Cartels, policiers véreux, politiciens corrompus, tous veulent leur part. Et tout en bas, il y a les gamins, les enfants de 12, 13 et 14 ans. Ils les attirent avec des vidéos de recrutement postées sur TikTok ou Instagram, des gamins qui posent avec des armes, des hommes plus âgés, bagues en diamant, empilant des liasses près d'une piscine. Tu n'as jamais été dupe. La plupart de ces jeunes ne survivront pas ou iront en prison. Il y a une raison pour laquelle on vous appelle les politos de Colores, les poussins colorés vendus au marché. Mignons, éclatants, généralement morts avant de vieillir. En fait, ils sont vraiment cool, dit Miguel. Ils prennent soin de toi comme une famille. Tu regardes Lucy posée sur ses genoux. Il ne cesse de parler de la voiture qu'il achètera un jour, du grand patron, un multimillionnaire qui a grandi à la ferme tout comme lui. Toujours en serrant les dents, en souriant. Il lève les yeux et plaisante. Dieu merci pour le consommateur américain. Il ne tiendra pas longtemps, tu le sais très bien. La femme termine son travail à l'usine à 17h30. Elle récupère son fils chez sa tante, puis ils sont de retour à la maison à 18h20. Toutes ces informations proviennent du commissariat local. Ne fais pas de mal au garçon, dis-tu à Miguel. Sa réponse n'inspire pas vraiment confiance. C'est une Uzi. Je vais essayer. Il sait que tu veux t'en sortir, c'est écrit sur ton visage. Il sort son téléphone, appuie sur un bouton et le pose sur tes genoux. Tu regardes la route, puis l'écran. Une vidéo d'un adolescent attaché à une chaise. Il n'a pas plus de 18 ans et bâillonné, un œil fermé par un hématome. Terrifié, il secoue la tête. Un homme masqué, portant des gants, entre dans le champ. Il brandit une feuille de papier. Traître. Il la laisse tomber sur les genoux de l'adolescent, puis sort un petit récipient. L'adolescent se tortille. L'homme verse un liquide sur sa tête. Ce n'est pas de l'eau. De la fumée s'élève. La peau devient rouge, brûlée. Il se tord de douleur, hurlant en silence derrière son bâillon. Tu peines à te concentrer. Méthamphétamine et adrénaline martèlent ta poitrine. Miguel reprend son téléphone, affichant un air de « Je te l'avais dit ». Ce gamin, dit-il, a foiré un boulot. C'est tout. Tu comprends maintenant ? Tu comprends. Ce boulot, c'est tout. Et après, tu es libre. Tu devrais emmener Renata et Isabella loin d'ici, peut-être à Mérida. Renata y a de la famille tant qu'il vend des hamacs aux touristes. Elle ne t'a jamais tout dit. Une fois, elle a suggéré qu'il faisait aussi des choses illégales. Ils ont des relations. 18h, 15. Miguel te tend un bandana noir pour cacher ton visage. Il en met un rouge. Lucy est coincée entre ses jambes, sa mâchoire est serrée. Il a l'air vraiment excité. Il te dit de t'assurer de tout filmer. Il va se décaler pour que tu puisses filmer la partie où il tue. Ne rate pas le plan qui compte, dit-il en riant. La Honda s'engage dans la rue. La main de Miguel serre le pistolet, l'autre la porte. Le garçon sort d'abord, suivi de la femme. Miguel court aussitôt dans la rue. Des coups de feu retentissent. Des balles partent dans tous les sens. La femme tombe presque aussitôt. Tu serres le téléphone, main tremblante. Tu fermes les yeux pour bloquer le bruit. Elle est allongée sur la route, bougeant encore, rampant vers son fils. Par miracle, il n'a pas été touché.
Miguel tire à nouveau, les balles transpercent son corps. Elle cesse de bouger. Tes mains tremblent au point de presque lâcher le téléphone. Remonte dans la voiture, presses-tu Miguel. Il saisit l'enfant par le poignet et le traîne, malgré ses coups de pied et ses cris. Il faut agir, n'importe quoi. Tu secoues la tête. Tu n'as pas signé pour un enlèvement. Tu refuses de bouger. L'enfant est terrifié, les yeux écarquillés, le visage pâle, les rideaux frémissent. Des gens observent par les fentes. Le sang s'accumule dans la rue. Ils te tueront pour ça, Diego. Je te jure qu'ils vont te tuer, râle Miguel. Finalement, il lâche le garçon. Il tombe dans la rue. Miguel se jette dans la voiture. Tu appuies à fond sur l'accélérateur, quittant la rue à toute vitesse. Tu retires le bandana une fois hors de danger. Miguel semble en colère et effrayé, sachant que la punition arrive. Leur plan a toujours été de prendre le garçon. Ils font ça souvent. Des milliers de cas d'enlèvement avec extorsion ont lieu chaque année au Mexique, la plupart passant inaperçus. C'est un simple moyen de pression. Un nom disparaîtra d'une enquête. Les enfants sont une monnaie précieuse, et tu viens d'en perdre un. Miguel vérifie son téléphone. Il y a un autre endroit où aller. Vous abandonnez la voiture, et quelqu'un que tu n'as jamais vu auparavant vient vous récupérer. Personne ne dit un mot. Le type te dépose chez toi, puis lui et Miguel s'en vont. Ces $500, tu n'as même pas pensé à les demander. Trop d'adrénaline dans tes veines. Renata voit la peur sur ton visage dès que tu entres. Tu trembles encore. Tu lui dis de faire ses valises. Vous partez ce soir. C'est plus sûr si elle ne sait rien. La nuit tombe. Tu scrutes la rue derrière les stores, attendant des phares. Le téléphone reste silencieux. Il y a eu des messages. Tu as fait tout ce qu'ils ont demandé. Tout. Et tu as encore leurs vidéos sur ton téléphone. Renata regarde les infos. Une femme a été brutalement abattue dans la rue près de l'endroit où un policier hors service a été tué ce matin. Elle était témoin de son meurtre. Affaire de cartel. Les enquêteurs disent qu'une arme automatique a été utilisée. Et en plein jour, c'était une exécution, un message. Un inspecteur dit à la caméra que l'intimidation des témoins ne marchera pas. Il a tort. Ça marche toujours. Renata tourne lentement la tête et te fixe, voyant ce que tu ressens. Tu secoues la tête. Tu expliqueras plus tard, pas maintenant. Le téléphone jetable vibre. Viens récupérer ton paiement. Coordonnées ci-dessous. Peut-être t'inquiètes-tu pour rien, ou tu es simplement paranoïaque. Miguel a peut-être essayé d'enlever le garçon pour impressionner le cartel. Il n'avait manifestement pas les idées claires. Si l'enlèvement était prévu, il t'en aurait parlé, non? Pourquoi ont-ils mis autant de temps à envoyer un message? Miguel semblait vraiment effrayé dans la voiture sur le retour. Renata n'agira pas tant qu'elle ne saura pas tout, alors tu lui dis tout. Elle ne réagit pas aussi mal que tu le craignais. Tu n'aurais jamais dû sortir ce matin. Elle te l'a répété d'innombrables fois. Mais le reste, ce n'est pas ta faute. Au lieu de crier, elle te serre dans ses bras. Tu veux pleurer, mais tu te retiens. Tu dois préparer la suite. Renata passe des appels. Sa parenté à Mérida connaît ce genre de gens. Pas les cartels, mais un réseau familial qui fait passer des gens de l'autre côté de la frontière. Pas de drogue, pas de violence, juste du passage clandestin. Elle raccroche. $10 000 pour vous deux. 2000 de plus pour Isabella. Vous rembourserez la dette aux États-Unis. Un itinéraire porte à porte, passant par un tunnel jusqu'à une planque en Californie. $12 000. C'est étonnamment peu cher pour un tel risque, surtout avec des bébés. Ils vous rendront ce service si vous avancez un peu d'argent. Renata hésite, puis elle avoue qu'elle a caché l'alliance de sa grand-mère. Elle l'a gardée pour quand tu te marierais. Elle doit valoir au moins $800. Et tu as environ $170 en liquide, avec une valise et un petit sac à dos chacun. Isabella dans les bras de Renata. Tu ouvres la porte et vérifies la rue. Race. Personne ne parle pendant les 2 heures de route jusqu'à la frontière. Le vieux monsieur au volant ne se présente même pas. Près de minuit, vous quittez l'autoroute pour pénétrer dans une zone industrielle. Il y a une usine abandonnée. Le type vous dépose devant les grilles. Un autre homme sort de l'obscurité. Vous le suivez derrière l'usine, puis sur un petit chemin de terre. Il s'agenouille et écarte un tas de branches mortes. Il y a un trou en dessous, qui mène de l'autre côté. Vous vous accroupissez, serrant Isabella contre votre poitrine, et vous vous glissez dans le tunnel. Il est sale et étroit. De la terre tombe du plafond sur le visage d'Isabella. Elle sursaute dans vos bras. Elle pousse un cri. « Fais taire ce bébé !» L'homme grogne derrière vous. Heureusement, elle se calme au bout d'1 minute. Le passage s'élargit à mesure que vous avancez. Il mesure presque 2 mètres, renforcé de poutres en bois et équipé de lampes de chantier. Un vieux ventilateur ventile l'espace. Au fond, une échelle rejoint une plaque métallique ronde. Une silhouette sombre se tient au-dessus, maintenant la plaque ouverte. Vous grimpez. De l'autre côté, il fait noir complet, juste un espace vide. Vous sortez et vous prenez votre première bouffée d'air aux États-Unis. Hola, Renata et Miguel.
Vous vous sentez un peu mieux en sachant qu'il connaît vos noms. Les proches de Renata ont vraiment aidé. Vous leur devez beaucoup. Une voiture vous attend au coin de la rue. Isabella dort presque tout le trajet, ne se réveillant qu'une fois pour manger. Derrière vous, les lumières de la frontière s'effacent. Le Mexique disparaît dans le rétroviseur. Renata bâille et te passe Isabella dans les bras. Elle ferme les yeux. Mais il n'y a aucune chance que tu dormes. Pas tant que ta famille ne sera pas en sécurité entre quatre murs. Tu avances vers le nord, longeant des étendues désertes de chaque côté, puis des stations-service ou entrepôts au parking éclairé mais désert. Parfois, tu vois un SUV de la patrouille frontalière sur une crête au-dessus de l'autoroute, vitres teintées. Tu pries pour ne pas être arrêté. Si on te renvoie chez toi, tu es peut-être mort. Maintenant, les effets de la drogue s'estompent. Tu te demandes si cette peur n'est pas de la paranoïa. Mais alors, pourquoi personne ne t'a contacté ? Tu poursuis vers le nord. Le conducteur jette sans cesse des coups d'œil à son téléphone, puis te lance un regard furtif. Tu croises son regard. « Ce n'est rien, dit-il. On y est presque. Tu n'es même pas sûr de savoir où tu vas. » Le gars quitte l'autoroute pour une route de montagne bordée d'une forêt dense. Renata se réveille, demande où est Isabella, qui a dormi tout le trajet. Fatigué, tu ouvres la fenêtre pour de l'air frais. L'air est frais ici, où que tu sois. C'est magnifique. Ça sent le pin. Des arbres partout qui s'étendent à perte de vue. Tu n'aurais jamais cru la Californie si verte et calme. Le conducteur ralentit. Vous passez devant un garage abandonné et les ruines d'une cabane au pied d'un chemin de gravier. Les pierres crissent sous les pneus, les phares éclairent les arbres. Tu prends un virage, puis la route semble s'arrêter. Il n'y a rien ici. Ça ne semble pas normal. Le conducteur remarque ta confusion et précise que tu es près de Los Angeles. Des barrages de police sont disséminés, rendant la zone dangereuse. Il faut rester discret cette nuit. On t'emmènera en ville demain. Il montre une vieille grange. Tu sors. Il fait très sombre. Tu allumes la lampe de ton téléphone, prends la valise dans le coffre et vas vers la grange. Renata te suit. Isabella se réveille sous sa couverture. Ces babillages sont le seul bruit, à part les branches des arbres que le vent secoue et fait craquer. La porte est lourde. Tu regardes le conducteur. Il scrute les environs et te fait un signe de tête. Tu pousses la porte et entres. Tu lèves les yeux. La moitié du toit manque. Des mauvaises herbes et de l'herbe poussent à l'intérieur. Renata pose Isabella sur un banc et cherche une lumière, disparaissant dans l'obscurité avec son téléphone. Le conducteur entre derrière toi. L'air change. Tu sens un frisson sur ta nuque. Chouchou envoie un message. Il grogne. Chouchou ? Il te montre son téléphone. Ta photo à l'arrière de la Toyota ce matin ? Il tire sur Renata en premier. Tu ne vois rien, juste la flamme du canon, puis un bruit sourd quand elle touche le sol. Tu n'essaies même pas de t'enfuir. Tu ne te bats pas. Tu perds, tout simplement. Il gagne toujours. Le chauffeur écrit sur son téléphone. Que faire du bébé ? Isabella fixe un ciel constellé d'étoiles à travers le trou dans le toit, ses petits doigts tendus, cherchant à attraper l'air. Loin de l'autre côté de la frontière, Chouchou est encore éveillé, sa femme et son enfant dormant à côté sur un vieux matelas. Recrutement, encadrement des gamins. Ce n'est pas bien payé, mais après aujourd'hui, il aura sûrement une promotion. Son téléphone vibre, un message à propos du bébé. Il ne répond pas. Le bébé n'a pas d'importance. Seul le téléphone du gars compte. Chouchou fait défiler une longue série de messages WhatsApp. Il trouve celui qu'il cherche. Sébastien, un jeune garçon avec qui il discute, à qui il envoie des vidéos de recrutement. Sébastien est prêt. Il est conditionné. Chouchou tape un message. 7h du matin, ne sois pas en retard. Découvrez pourquoi le Mexique ne parvient pas à éliminer les cartels et mesurez leur puissance. Ou cliquez sur cette vidéo.